Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur le droit à l'image. Si vous êtes photographe, si vous êtes vidéaste, si vous travaillez dans l'image de manière générale, c'est un droit qu'il va falloir connaître de manière assez précise puisque vos clients, ils vont compter sur vous. Si vous plantez ou si vous êtes approximatif, eux, ils vont avoir un gros risque juridique et vous allez perdre un client. Du coup, pour cette vidéo, je vous ai préparé plein de petits cas concrets, de photos, d'histoires de procès, etc. Ce qui va nous permettre d'aborder un peu tous les cas qui pourraient arriver, que ce soit travail avec une agence, travail avec un client, travail avec des modèles, ou si vous filmez des gens qui ne sont pas majeurs. Et je vais vous montrer mon template de session de droit à l'image. Comme ça, vous aurez un petit modèle pour pouvoir faire vos tournages. C'est parti! La base du droit à l'image, c'est cette citation de la Cour d'appel de Paris. Donc je vous la lis. Toute personne a sur son image et sur l'utilisation qui en est faite un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale. Donc on va définir ça. Alors, un droit exclusif, ça veut dire que c'est la seule personne à avoir ce droit-là. Donc, vous avez votre droit à l'image, il est à vous. Ce droit exclusif lui permet de s'opposer à sa reproduction. Donc typiquement, on ne parle pas du fait de, par exemple, prendre une photo. On ne peut pas s'opposer à ça. Par contre, on peut s'opposer à ce que cette photo soit diffusée un peu partout, soit utilisée dans les journaux, etc. Donc on peut s'opposer à la reproduction. On peut aussi donner son autorisation, et il y a deux mentions qui sont importantes. Express, ça veut dire que c'est de manière explicite et sans ambiguïté. Et spécial, ça veut dire qu'on ne peut pas donner son droit à l'image de manière générale. Il faut donner un cas. Il faut dire « je donne mon accord qu'on diffuse telle vidéo à tel endroit, à telle heure, etc. » Et tout ça, on verra dans le template de droit à l'image après. Et maintenant, c'est parti pour le premier cas. Donc là, d'après vous, est-ce que Mélenchon, qui est au premier plan, a le droit d'attaquer en justice le photographe qui a pris cette photo s'il diffuse cette photo sur un journal? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord voir est-ce que les critères sont remplis pour qu'il y ait une question de droit à l'image. C'est-à-dire que, imaginez, vous photographiez une immense foule, vous êtes flou tout au fond, est-ce que vous avez le droit de réclamer au photographe un droit à l'image alors que vous êtes tout au fond et flou? La réponse est non. Il y a des critères. Le premier de ces critères, c'est lorsqu'on est dans un lieu public, ce qui est le cas ici, il faut être à la fois isolé et reconnaissable. Donc isolé, là on voit qu'il est relativement isolé dans l'image. Et il est reconnaissable, c'est-à-dire qu'on le voit assez bien, il est assez visible, il n'est pas flou, etc. Sauf que là, on est dans un des cas d'exception, le droit à l'information. L'idée derrière le droit à l'information, c'est qu'on est en démocratie, et donc il faut avoir une presse libre, et il faut que le citoyen puisse à la fois partager les informations qu'il a, tout comme la presse. Et c'est pour ça que c'est une des exceptions au droit à l'image. Et là, typiquement, on est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a une manifestation clairement politique dans laquelle M. Mélenchon tient un rôle, et donc on est dans l'information. Bien sûr, il faut que l'image ait un lien avec le contexte de la publication. Donc si vous utilisez cette photo sur votre blog politique, dans un article qui analyse la présence de Mélenchon dans cette manifestation, ça fonctionne parce qu'il y a adéquation entre l'image et le contenu qui l'accompagne. D'ailleurs, cette adéquation image-contenu, elle n'a pas à être temporelle, ça peut être un lien de sens. Pour reprendre mon exemple, si vous avez ce fameux article qui parle de Mélenchon dans la manifestation de telle date, vous n'êtes pas obligé d'utiliser comme image d'illustration une image de Mélenchon à cette même manifestation, à cette précise manifestation. Vous pouvez utiliser une image de Mélenchon lors d'une autre manifestation à une autre date. Si vous êtes un jour convoqué au tribunal à ce sujet, ce sera à vous de caractériser la relation qui existe entre votre image et le contenu qui l'accompagne. Par contre, si vous prenez cette image et que vous la mettez sur des t-shirts rigolos et que vous vendez ça sur la plage, on n'est plus dans l'information. Là, il faut un droit à l'image parce que c'est de la commercialisation et c'est complètement autre chose. Cas concret numéro 2, vous êtes à l'extérieur d'un bâtiment et vous prenez une photo de l'intérieur du bâtiment. Commençons par la femme rousse qui est sur la gauche. Est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y a atteinte au droit à l'image dans son cas? Dans le cadre d'un lieu privé, la violation du droit à l'image est plus facilement caractérisée si la captation s'opère dans un lieu privé. Autrement dit, si vous publiez des photos de quelqu'un et que cette personne vous fait un procès, ce sera, dans la plupart des cas, plus facile pour elle de prouver qu'il y a atteinte au droit à l'image si vous avez pris les photos dans un cadre privé plutôt que dans un cadre public. Quelle est la logique là-dedans ? La logique, c'est que le droit, il veut à la fois protéger votre droit au respect de la vie privée et votre droit à l'image. Et dans le cas d'une photo prise dans un lieu privé, on est au croisement des deux notions. L'une des conséquences de ça, c'est que si vous êtes photographe ou vidéaste et que vous filmez les gens dans le cadre privé, il y aura plus de restrictions.
Pour en revenir au cas de la femme rousse, on voit qu'elle est clairement reconnaissable, elle occupe une place importante dans l'image, et on est dans le cadre d'un lieu privé. S'il y avait un procès, on serait probablement dans le cadre d'une atteinte à la vie privée ou d'une atteinte pour le droit à l'image. Pour le cas de la personne qui est au milieu, là, elle est à la fois isolée et reconnaissable, donc il y a le droit à l'image. Et on peut se poser la question, est-ce que les personnes au fond qui sont reflétées dans le miroir, est-ce qu'il y a du droit à l'image? Tout va dépendre de si on les considère comme reconnaissables ou pas dans la photo. Si vous mettez cette photo sur une immense affiche, peut-être qu'ils vont être reconnaissables. Par contre, si vous l'éditez en tout petit et qu'ils sont juste flous au fond et ils sont pas reconnaissables, ils peuvent pas attaquer en justice. Ça peut faire un peu rigoler, mais il y a eu le cas comme ça avec la marque de sucre Béguincet. Donc vous voyez les petits sucres que vous avez en pack. Il y avait quelqu'un qui avait été pris en photo et qui avait été mis sur les sucres. Il a fait un procès. Ils ont tout à fait reconnu que c'était sa photo, mais il a perdu en justice. Pourquoi? Parce que les juges ont estimé qu'il était tellement petit et tellement pixelisé sur la photo, sur les sucres, que le droit à l'image ne s'appliquait pas. Maintenant, examinons le cas de l'homme au masque de singe. A priori, on pourrait croire qu'on est tranquille, il n'est pas reconnaissable. Sauf que la notion de reconnaissable, elle ne s'arrête pas à la photo. Si par exemple cette photo, elle était accompagnée d'une légende disant « intérieur de la maison du 18 Rambuteau, avec au centre, portant un masque de singe, Monsieur Robert André ». Un tribunal pourrait juger que l'homme au masque est, du fait de la légende, reconnaissable, et donc qu'il y aurait atteinte au droit à l'image. Donc cette notion de reconnaissable, elle se fait au cas par cas. Vous allez me dire, ça ne doit pas vous arriver souvent de photographier quelqu'un qui a un masque de singe au milieu d'une soirée mondaine. Et mon exemple, il peut sembler un peu anecdotique. Mais la même logique, elle s'applique dans le cas d'une photo floutée, de mauvaise qualité ou d'une image fugace dans une vidéo. Si la personne elle est identifiable par d'autres moyens que son visage, comme une légende sur la photo, comme une morphologie très reconnaissable, le tribunal pourrait là aussi décider qu'il y a une atteinte au droit à l'image. Cas concret suivant. Là, c'est un dessin hyper réaliste fait au BIC par Juan Francisco Cata. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que je mets cette image en formation, etc., tout le monde est là, c'est un dessin, il n'y a pas de droit à l'image. Alors, n'oubliez pas qu'en droit, on parle plus de représentation. Donc, le droit, il ne fait pas de distinction. Tout ce qu'il regarde, c'est est-ce que la personne, elle est isolée et est-ce qu'elle est reconnaissable. Et dans ce cas-là, les deux critères sont clairement remplis, donc le droit à l'image s'applique. Sauf que là, on est dans le domaine artistique. Et dans ce domaine, le droit de la personne sur son image n'est pas le principe, mais l'exception. Autrement dit, si un article vous représente dans un dessin, une peinture, une photo, il va falloir prouver que le travail de cet artiste vous a causé un préjudice particulièrement grave et circonstancié. Donc en gros, vous ne pouvez pas prendre une photo absurde de quelqu'un où il est dans une position complètement gênante et dire « j'ai le droit, je suis artiste, c'est une démarche artistique, il n'y a pas de droit à l'image ». Et d'ailleurs, il y a eu le cas en 2013 avec le même artiste où il présentait des scènes intimes d'une ex-compagne et là, il a perdu son procès et c'est pas passé du tout. Bien sûr, dans certains cas, la frontière entre l'art et le commerce est assez ténue. Et dans ce cas-là, il faudra bien déterminer si l'on applique le régime de la liberté d'expression artistique ou celui de l'utilisation commerciale de l'image. Et selon le choix qui est fait, les règles sont différentes. Cas suivant, qu'est-ce qui se passe quand vous travaillez avec des mineurs? D'abord, le formulaire de droit à l'image, il faut le faire signer par les deux parents. Même s'ils sont divorcés ou etc., une seule autorisation ne suffit pas. Et ensuite, il faut voir avec l'inspecteur du travail, donc il faut faire venir l'inspecteur du travail sur le lieu du tournage, si on est dans un tournage professionnel, pour vérifier que les conditions de travail sont bonnes, que les horaires sont respectés, etc. Donc c'est assez contraignant. Et enfin, dernier petit cas, qu'est-ce qui se passe quand on travaille avec des modèles? Point de vue droit à l'image, c'est très simple, vous faites signer le formulaire habituel, etc. Par contre, du point de vue légal, c'est un peu différent. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec un modèle, il y a ce qu'on appelle une présomption de contrat de travail. Autrement dit, vous êtes obligé de prendre la personne en CDD ou en CDI pour un contrat plus ou moins long. Ça veut dire que il faut faire une déclaration auprès des impôts, auprès de l'URSSAF, il faut faire une DSN, bref, en termes de formalité, c'est très lourd. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les photographes et les vidéastes, ils vont travailler avec une agence et c'est l'agence qui va s'occuper de toute cette partie formalité. Il est important aussi de noter que comme c'est vous ou votre client qui allez rédiger le contrat, en cas d'ambiguïté, la justice tranchera quasiment systématiquement en votre défaveur parce qu'ils considéreront que c'est vous le professionnel et que c'est à vous de savoir. Donc, soyez extrêmement précis.
Voilà à quoi ressemble mon template de droit à l'image que j'envoie à mes clients. Si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger, il y a un petit lien en description. Maintenant qu'on a parlé du droit à l'image des personnes, parlons du droit à l'image des bâtiments. Est-ce qu'il y en a? Alors la réponse est non. Par contre, il y a un droit d'auteur sur l'architecture de certains bâtiments particuliers. Donc prenons un exemple, ça c'est la place des terreaux à Lyon. L'aménagement que vous voyez au sol, là, avec les fontaines, etc., il a été fait par les architectes Daniel Buren et Christian Drevet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des photographes qui ont pris une grande photo de la place et qu'ils ont commercialisé ces photos. Il y a eu un procès, et l'argumentation des deux architectes, c'était « vous ne respectez pas mon droit d'auteur sur l'architecture de ces bâtiments ». Les architectes ont perdu, parce que la justice a estimé que, comme l'aménagement de la place des terreaux n'est qu'une partie de l'architecture de toute la place, et que la photo n'était pas exclusivement concentrée sur cette architecture-là, et donc il n'y a pas de raison de faire de droit d'auteur. Ça s'appelle l'exception de panorama. Par contre, si effectivement les photographes avaient pris une photo exclusivement des fontaines ou d'un détail sur le sol qui était l'aménagement, là, ils auraient peut-être perdu au niveau du procès. Cas suivant que vous connaissez tous, la Tour Eiffel. Gustave Eiffel, il est mort en 1923, et donc il n'y a plus de droit d'auteur depuis 1993. Mais vous vous doutez bien que on va pas perdre les droits d'auteur sur un bâtiment qui rapporte autant d'argent, donc ils ont trouvé une petite subtilité en jouant sur l'éclairage. C'est-à-dire que l'éclairage, lorsque vous êtes la nuit, il est sous le coup des droits d'auteur parce qu'il a été estimé que c'est une œuvre originale. Et donc vous avez tout à fait le droit de prendre une photo et de commercialiser une photo de la Tour Eiffel si elle est prise de jour, parce qu'il n'y a pas les éclairages. Par contre, si vous êtes de nuit et qu'il y a ces éclairages, il faut payer des droits. Mais je le répète encore, c'est une problématique de droit d'auteur sur l'éclairage artistique de la Tour Eiffel. Ce n'est pas une question de droit à l'image de la Tour Eiffel, il n'y a pas de droit à l'image pour la Tour Eiffel. Bien sûr, là je parle dans le cadre d'une commercialisation. Évidemment, si vous mettez la photo sur Facebook pour montrer à vos amis, ça compte pas. Il y a une exception dans le droit français, donc je vous lis le passage en question. Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, donc la Tour Eiffel typiquement, placées en permanence sur la voie publique, bon là elle risque pas de bouger, réalisées par des personnes physiques, donc on parle de personnes physiques par opposition avec les personnes morales. Les personnes morales, ça va être une société, ça va être une association, etc. Donc il faut que ça soit, vous, moi, personne physique, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial. Si moi, je prends cette photo-là et que je l'utilise dans mon book pour trouver des clients, etc., soudainement, ça veut dire que cette photo-là, je ne l'ai pas pris en tant que particulier, je ne l'ai pas pris en tant que personne physique, je l'ai pris en tant que représentant de mon entreprise et donc en tant que personne morale. Et là, du coup, ça bloque. Je sais que tout ça, ça fait beaucoup d'informations. Donc, je vous ai résumé à 4 grandes questions à vous poser pour ce qui est du droit d'auteur des bâtiments. Donc la première, c'est est-ce que le bâtiment est original? Et ce qu'on veut dire par là, c'est pas est-ce qu'il est génial, particulièrement innovant, etc. C'est est-ce que ce bâtiment porte l'empreinte de l'architecte. Donc, lorsque vous vous baladez à Paris, dans la rue, vous voyez tous ces bâtiments haussmanniens. Certes, ils sont jolis, certes, il y a une certaine patte artistique, mais on voit que globalement, ils ont été construits sur le même modèle, donc on considère qu'il n'y a pas forcément d'originalité, et donc pas vraiment de droit d'auteur. Bien sûr, je schématise un peu. Lors d'un procès, une analyse beaucoup plus poussée serait réalisée sur de nombreux éléments architecturaux. Donc la hauteur des étages, les types d'encadrement, les balcons, les matériaux, etc. avant de pouvoir statuer sur l'originalité du bâtiment en question. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que l'auteur du bâtiment est mort depuis plus de 70 ans? Si c'est le cas, les droits patrimoniaux qui font partie des droits d'auteur sont expirés. Et si vous respectez les droits moraux de l'auteur de l'œuvre, ce qui n'est pas très contraignant, vous serez tranquille. La seule exception étant ces histoires d'éclairage qu'on a vues avec la Tour Eiffel. La troisième question, c'est est-ce que le bâtiment est le centre de la photo ou juste un accessoire ou un décor de la photo? Donc ça, c'est ce qu'on a vu avec la place des terreaux. Et enfin, est-ce que la photo sera diffusée par une personne morale ou une personne physique? Si on est dans le cas d'une personne physique et qu'il n'y a pas de commercialisation, etc., il n'y a pas de problème non plus. Et donc, si vous répondez non à une seule de ces 4 questions, vous n'aurez pas de problème. Par contre, si vous répondiez oui aux 4, là, va falloir se poser un peu, réfléchir. Une fois que vous êtes assuré que vous avez le droit de prendre en photo le bâtiment et que vous êtes assuré qu'il n'y a plus de droits d'auteur ou qu'ils sont éteints, etc., ça ne veut pas dire que vous pourrez prendre la photo. Parce qu'il y a aussi le droit de la propriété qui veut un peu vous embêter. De manière générale, quand vous êtes en ville, il faut des autorisations.
Donc par exemple, dans le cas de Paris, vous avez des rues qui vont être exclues du tournage parce qu'on estime que c'est pas sécurisé ou alors c'est des voies d'accès trop importantes. Pour tout ce qui est des parcs, il faut demander une autorisation à la Régie des parcs de Paris. À l'exception de certains parcs, c'est-à-dire si vous allez aux Tuileries ou que vous filmez sur les berges de Seine, c'est encore un autre organisme. Ce qui veut aussi dire que si vous tournez dans une rue et que vous tournez dans le parc juste à côté, il vous faut 2 autorisations. Une pour la rue, une pour le parc. Il existe certains bâtiments faisant partie des domaines nationaux pour lesquels il faudra une autorisation spéciale si vous faites une utilisation commerciale des photos. Et enfin, évidemment, dans le domaine privé, donc si vous tournez dans un hôtel ou des choses comme ça, il faut l'accord des propriétaires. En dehors de cette question lieu, il y a aussi la question du dispositif. Typiquement, si vous êtes juste une personne, vous avez une caméra sur un monopode avec 2 acteurs, dans la plupart des villes, vous avez une autorisation simplifiée à demander à la préfecture, c'est relativement simple, relativement rapide et généralement gratuit. Par contre, dès que vous avez un dispositif plus lourd, c'est-à-dire vous avez plus de 10 personnes, il faut bloquer la rue, vous avez des camions, bref, tout un tas de contraintes, là, généralement, ça va être payant, ça va être plus long en termes de délai, donc je crois qu'à Paris, faut faire une demande AGAT et c'est 15 jours ouvrés avant le tournage. À savoir que généralement, il y a des dispositifs d'aide et des réductions pour les étudiants. Donc par exemple, en tant qu'étudiant, vous avez le droit de filmer gratuitement dans certains musées. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez filmer dans, par exemple, la galerie de minéralogie au Jardin des Plantes, si vous êtes en équipe et que vous êtes une société, c'est vite 3, 4, 500 € l'heure. Et vous pouvez le faire gratuit. Bien évidemment, il faudra vous plier à leur agenda, il y aura sûrement tout un tas de conditions, etc. Mais c'est l'un des grands bonheurs d'être étudiant, c'est que vous avez des accès à plein d'endroits pour pas cher du tout. Donc, si vous êtes étudiant, profitez-en. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait comme contrat de cession de droit à l'image? Première chose, c'est qu'il faut préciser le nom et les coordonnées des personnes impliquées. Donc ça veut dire que ce soit une personne morale, donc une société, une association, etc., ou une personne physique. Il faut préciser le type d'utilisation des images, donc c'est dire ces images seront utilisées dans le cadre d'une campagne faite sur Facebook, machin, etc. Là-dessus, il faut être extrêmement précis. Vous ne pouvez pas juste dire réseau social. Il faut dire quel réseau social, sur quelle chaîne YouTube, sur quelle chaîne Facebook, sur quelle, etc. Il faut préciser la zone de diffusion, donc est-ce que c'est France, Europe, monde, etc. Il faut préciser la durée d'exploitation, en sachant que la durée maximale, c'est 99 ans. Sinon, le contrat est considéré comme étant à durée indéterminée et on passe sur quelque chose de complètement différent. Et enfin, il faut préciser le montant de la cession, en sachant que vous avez le droit de faire un montant de 0 €. Vous pouvez céder à titre gracieux. Mais si c'est le cas, il faut le préciser noir sur blanc.